Ah, mon Dieu, c'est le temps de retrouver notre ami Christian Page qui nous parle de toutes sortes de choses. Il est l'auteur, entre autres, de Mythes et complots. Mais Christian, de quoi tu me parles aujourd'hui? Écoute, Jean-Luc, cette semaine, comme à peu près partout à travers le monde, on a souligné cette semaine de la mi-juillet comme étant le moment où, il y a 52 ans, deux astronautes débarquaient sur la Lune, ce qui constitue pour certains le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, mais à tout le moins le plus grand événement technologique de tous les temps. Et écoute, toi, Jean-Luc, tu étais jeune homme, hein? Tu venais de fêter, je crois, ton 18e anniversaire. Mon Dieu, t'es bon en calcul. Oui, est-ce que tu te rappelles de ces événements-là? Tout à fait. Je peux te dire que j'étais dans les Laurentides et je me souviens donc du départ de cette fusée qui amenait les astronautes pour potentiellement pouvoir mettre le pied sur la Lune. Et après ça, j'ai vu ces images où on voit Armstrong qui descend l'escalier ou l'échelle qui le mène sur le sol lunaire. Et il déclare quelque chose d'assez important. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Alors, un petit pas pour l'humanité, mais un petit pas pour... Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Voilà, c'est ça. Monsieur enfargé. Et moi, j'étais un peu plus jeune que toi, mais je me rappelle, écoute, un beau souvenir de mon enfance. J'avais 6 ans à l'époque. Moi, je dormais ce soir-là chez mes grands-parents. Mon grand-père était venu me réveiller, m'a amené au salon. Et là, il m'installe devant le téléviseur. Là, on voit ça en noir et blanc. Et là, il me dit, mon grand-père, il dit, regarde ça, il dit, t'oublieras jamais ça. Il dit, ces gars-là sont allés sur la Lune avec leur Spoutnik. À mon grand-père, tout ce qui allait dans l'espace, c'était toujours des Spoutnik. Peu importe le vaisseau, c'était des Spoutnik. Et là... Mais c'est-tu arrivé? Oui, et là, donc, on voit Armstrong qui débarque, tout ça. Et j'étais trop jeune pour réaliser l'importance de l'événement, mais de voir mes grands-parents scotchés devant l'écran. Et à l'écran, on avait le prof Jacques Lebrun qui racontait ces événements avec le trémolo dans la voix. Et on voyait dans le bas de l'écran, c'était en direct de la Lune. Sans même comprendre tous les événements, je savais que j'assistais à un moment historique. Dis-moi, il y a des gens qui disent que c'est pas arrivé. Voilà. Bon an, mal an, néanmoins, 52 ans plus tard, les statistiques, encore là, on a une statistique publiée tout récemment par la firme Léger, qui montre que on a toujours à peu près une résistance d'à peu près 15% de gens des théories du complot qui croient que tout ça a été tourné dans un studio, que les astronautes ne sont jamais allés sur la Lune. Écoute, au Québec, ça représente quand même pas loin de 1 million de personnes. Aux États-Unis, on est à 52 millions de personnes qui croient que tout ça est un coup monté dans des studios. Et ce qui est surprenant, Jean-Luc, c'est d'année en année, à toutes les fois où on parle de ça, ces théoriciens du complot nous ressortent à peu près toujours les mêmes arguments. Pourquoi n'y a-t-il pas d'étoiles sur les photos prises sur la Lune? Pourquoi n'y a-t-il pas un cratère sous le lemme lunaire? Pourquoi le drapeau semble-t-il flotter soudainement dans l'air? Et pourtant, ces questions ont été répondues 1 million de fois par des spécialistes. Mais les théoriciens du complot vivent dans une espèce de bulle qui est imperméable aux explications. Fait que même si on le dit aujourd'hui, demain, ils vont nous ressortir les mêmes arguments. Mais d'une certaine façon, c'est surprenant, puis d'année en année, c'est d'autant plus surprenant parce que en 1969, Jean-Luc, si tu sortais sur ton balcon avec un télescope ou une bonne paire de jumelles, tu pouvais pas voir les astronautes sur la Lune. Donc, tu devais t'en remettre aux images qui t'étaient transférées par la NASA. Et ce que l'on te disait, ça doit être ça, ils doivent être là. Mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. Depuis, on est retourné sur la Lune. Pas avec des humains, mais on a renvoyé des sondes sur la Lune. Et depuis 2009, il y a une sonde qui orbite autour de la Lune, qui s'appelle le Lunar Reconnaissance Orbiter, qui a recartographié l'ensemble de la Lune avec des appareils qui est 1000 fois supérieurs à ce qui était monté à bord des fusées Apollo. Ouais. Et elles ont recartographié les endroits où les LEM se sont posés et on les voit. On voit le premier étage du LEM, on voit les empreintes laissées par les astronautes, les équipements qu'ils ont laissés. Et pour les missions Apollo 15, 16 et 17, on peut même voir le Lunar Rover. Tu te rappelles cette petite Jeep que les astronautes ont utilisée sur la Lune pour les dernières missions. C'est resté là, ça?
Oui, absolument. Tout ça est resté là. Et on les voit bien. Les photographies les montrent très, très clairement. Quand on dit on voit les empreintes des astronautes, ça te montre la qualité des images. Mais pour les théoriciens du complot, tout ça, encore une fois, c'est des photos truquées, c'est des montages, ce n'est pas vrai. Mais en fait, ce dont on ne parle jamais pour un peu mettre au pilori les théoriciens du complot, et ça, c'est dommage, c'est ce qui ne s'est pas fait. Et ce qui ne s'est pas fait et dont on ne parle jamais, c'est ce qui se passait du côté de l'Union soviétique. Les gens oublient que dans les années 50 et 60, c'était un véritable bras de fer entre les Américains et les Soviétiques. Oui. C'était la guerre froide. Et en particulier les années 60, la question d'aller sur la Lune n'était pas qu'une simple question technologique, c'était à la fois une question politique et c'était également un désir national. On se rappelle ce discours enflammé du président Kennedy en 1962 en disant « D'ici la fin de la décennie des années 70, nous mettrons des hommes sur la Lune et nous les ramènerons. » Parce que les Américains avaient un pas derrière les Soviétiques. Les Soviétiques avaient été les premiers à mettre un vaisseau dans l'espace, Sputnik 1. Les premiers à envoyer un animal dans l'espace, la chienne Laika sur Sputnik 2. Un premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, en avril 1961. Les premiers à envoyer un marcheur de l'espace, donc un homme qui est sorti du vaisseau pour flotter dans l'espace, qui était Alexis Leonov. Et tout ça, c'était de damer le pion aux Américains pratiquement à quelques semaines. Les Soviétiques envoient Alexis Leonov marcher dans l'espace, de mémoire, c'était en mars 1965, et en mai 65, les Américains envoient Ed White faire la même chose, mais il a quand même été battu de 2 mois, tu comprends? Donc les Américains sont toujours un peu à la traîne derrière les Soviétiques. Et l'idée d'aller sur la Lune, c'est le but ultime. Dès les années 60, des vaisseaux, à partir de la deuxième moitié des années 60, les Américains, avec des avions U-2 et le SR-71 Blackbird, avaient photographié au-dessus du centre spatial de Baïkonour au Kazakhstan la mise en place de rampes de lancement énormes. Là, c'est clair que les Soviétiques se préparaient à autre chose. On n'en était plus avec les fusées Proton qui avaient servi à envoyer les vaisseaux Vostok ou les vaisseaux Soyouz. Visiblement, les Soviétiques allaient vers autre chose. Et on a commencé, les services de renseignement américains ont mis la main sur des projets, des programmes, des dessins techniques montrant un LEM lunaire beaucoup moins sophistiqué que le LEM des Américains, mais capable d'emmener un homme sur la Lune. T'as-tu arrangé ça aussi avec le gars des vues? Ben non, ça, les Russes, écoute, ils tenaient, et crois-le ou non, Jean-Luc, le 1er juillet 1969, 2 semaines avant qu'Apollo 11 ne décolle pour la Lune, les Soviétiques avaient préparé un lancement d'une fusée, une gigantesque fusée qui s'appelait la N-1, qui était aussi grosse que les fusées Saturne V américaines, et avec ce petit vaisseau spatial, ce LEM lunaire que les Soviétiques avaient appelé le LK, monté à bord, et le 1er juillet, donc 2 semaines avant le lancement d'Apollo 11, les Soviétiques ont failli aller sur la Lune. Mais pour des raisons techniques, le vol a été annulé et 2 semaines après, Armstrong et Aldrin débarquaient sur la Lune. Et quand je te dis ce qui ne s'est pas fait, ça arrive là. Que s'est-il produit après le débarquement de Neil Armstrong et de Buzz Aldrin? Le président Brejnev, on dit le président, mais c'est le secrétaire général du parti, qui appelle le président Nixon, le félicite bien sûr pour ce grand succès. Et à ce moment-là, le programme soviétique lunaire est complètement abandonné. On oublie ça, on a laissé ça aux Américains. Donc tu comprends? Si les Américains savaient tout ce que faisaient les Soviétiques savaient tout ce que les Américains faisaient. Et crois-moi que lorsqu'il y a eu la mission Apollo 11, toutes les antennes paramétriques de la Russie étaient tournées vers l'espace, pas vers une base secrète au Nevada ou vers Hollywood, vers l'espace. Et on suivait les communications des astronautes d'Apollo 11. Et même lorsqu'ils étaient sur la Lune, quand Armstrong transmettait cette fameuse phrase, c'est un petit pas pour l'homme, bien sûr, les Soviétiques, eux, captaient ces messages-là et ça venait de la Lune, crois-moi. Jamais les Soviétiques n'ont eu le moindre doute sur la réalité des vols et à preuve, c'est que tout le programme spatial lunaire soviétique a été complètement abandonné. Et aujourd'hui, le seul LEM lunaire construit par les Soviétiques, bien on peut le voir, il est dans un musée, la Cité des Étoiles, à Moscou, et c'est, on dirait une grosse sphère métallique sur un trépied, là. Mais bon, on voit qu'on s'était ouvertement inspiré du LEM lunaire américain, parce que les Américains n'avaient pas beaucoup de cachotterie, hein. Tout ce qu'ils préparaient était publié dans les journaux, on pouvait assister aux essais, c'était montré à la télé,
Donc, les Soviétiques se sont clairement inspirés de ce que les Américains avaient comme projet pour construire leur propre programme. Mais crois-moi, si les Soviétiques avaient eu le moindre doute sur la réalité du débarquement des missions Ils l'auraient Apollo, dénoncé, ben oui. écoute, ils auraient été les premiers à redoubler d'efforts pour, aller sur la Lune et pouvoir bénéficier de cet extraordinaire exploit, et bien sûr pour dénoncer leur némésis capitaliste américain, ce qu'ils n'ont jamais fait, bien sûr. Écoute, Donc, tu sais, oui. excuse-moi, est-ce que tu as vu le film Walk the Dog? C'est-à-dire, justement, des gens qui, pour des raisons politiques, réussissent à organiser une fausse guerre dans des studios, etc., etc., etc. Alors, je me dis, les gens se nourrissent de phénomènes comme ça, comme pour ne pas accepter ce qui, à leur compréhension, devient inaccessible. Tu comprends ce que je veux dire? Absolument. C'est là où tout ce qui est intéressant, Jean-Luc, dans ce que tu dis, c'est quand on regarde les chiffres, cette résistance des gens qui disent non, on n'a pas été sur la Lune, ben crois-le ou non, pour la plupart, ce sont des gens qui n'étaient pas là en 1970. Donc, des gens qui n'ont pas vécu en direct l'effervescence, la fièvre de la conquête de l'espace. Donc, des gens qui arrivent plus tardivement, dans les années 80, 90. Donc, pour eux, la conquête de l'espace, ce ne sont que des images. Et bien sûr, on a eu des films, on se rappelle dans les années 70, le film Capricorne 1, où là, le scénario était de truquer une mission sur Mars. Et les gens qui ont regardé ça, c'est une fiction, ça mettait en vedette James Brolin et O.J. Simpson. On s'est dit, si Hollywood peut faire ça, ben qu'est-ce qui nous dit que l'émission Apollo n'était pas du même acabit? Bien sûr. Tiens. Eh bien, merci beaucoup, Christian Page. Ben, ça me fait plaisir, Jean-Luc. Bye bye, au revoir.